Bonsoir à chacune et à chacun. Merci de rejoindre ce webinaire, le second du Cercle Europe Citoyenneté et Identité, pour ce mois de mai en tout cas, qui est consacré à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Comme vous le savez, le CECI est un laboratoire d'idées qui s'intéresse principalement aux modalités de mise en œuvre de la citoyenneté européenne sur les territoires, et il s'intéresse également aux identités multiples qui nous caractérisent. C'est donc un axe central qui est ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne, et le CECI aime travailler sur des questions aussi diverses et complexes que les évolutions et les freins de la mise en place de ce sentiment d'appartenance. Une chose est prioritaire pour notre association, c'est de travailler la question de l'éducation des adultes et des jeunes. Nous sommes persuadés que développer un sentiment d'appartenance à la dimension territoriale qui est la nôtre passe par une éducation à l'Europe, par la découverte et la mise en avant, bien évidemment, de la culture commune dont on parle finalement assez peu. Ceci devrait commencer dès le plus jeune âge. Et donc l'école, tout naturellement, doit prendre sa place dans l'éducation à la citoyenneté européenne. Un autre constat que nous pouvons faire est que les enseignants, les professionnels des médias, nombre de responsables politiques ne maîtrisent que très peu la question européenne. Alors, la question qui se pose à nous, comment la conférence sur l'avenir de l'Europe peut-elle initier des propositions concrètes afin de corriger cette situation, et notamment en intégrant la culture européenne dans les programmes scolaires et dans les cursus de formation? En fait, il ne peut y avoir de sentiment d'appartenance qu'à la condition que l'Europe soit dans le paysage quotidien des individus que nous sommes. Je voudrais vous remercier, mesdames Martine Meheux, Marie-Lise Pelletier, Marie-Laure Krogenet, Marie-Laure qui est aussi notre secrétaire générale, mais qui est aussi l'auteur de recherches sur l'éducation à la citoyenneté européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire qui va être animé par Véronique Auger. Véronique Auger est présidente de l'Association des journalistes européens pour la France. Elle est présidente aussi de Citoyennes pour l'Europe, très au fait des questions européennes bien sûr, mais d'éducation particulièrement et d'information. Et on se rappelle, Véronique, que vous avez été rédactrice en chef d'Avenue de l'Europe sur France 3 durant plusieurs années. Je voudrais aussi remercier nos partenaires qui nous accompagnent sur ce projet que nous avons intitulé « Il est une voix, l'Europe » et qui va durer le temps de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc merci au secrétariat d'État aux affaires européennes, merci à l'Association des journalistes européens, merci à Citoyennes pour l'Europe, merci aux Maisons de l'Europe qui nous accompagnent, et particulièrement celle de Seine-Maritime. Voilà, je me tais, je vous passe la parole, Véronique, en vous remerciant d'être présents, mesdames et messieurs, pour ce webinaire, et vous remerciant d'intervenir, mesdames, donc Marie-Lise Pelletier, Martine Meheux et Marie-Laure Krogenet. Merci beaucoup Emmanuel et bonjour à tous. Quelle éducation pour l'Europe? C'est une très très bonne question qui nous perturbe beaucoup, nous journalistes européens, parce que nous ne pouvons pas parler d'Europe aux citoyens si le citoyen ne connaît pas un minimum sur l'Europe et qu'il faut lui expliquer systématiquement tous les mots. Donc on compte beaucoup sur tout ce qui est éducation nationale. Alors, il faut rappeler quand même que il y a peu de temps, lorsque Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, a été introduite dans le socle commun des connaissances l'obligation que à 16 ans, le jeune lycéen devrait avoir un certain nombre de connaissances sur les institutions européennes. Seulement, voilà, on se rend compte que dans la réalité, il n'y a
pas grand-chose. Je ne suis pas totalement pessimiste parce que je participe d'ailleurs comme Martine Meheux au jury du prix Hippocrène qui récompense des classes qui vont du jardin d'enfants jusqu'à la terminale, lycée d'enseignement général, lycée professionnel, lycée d'agriculture, etc., qui font des choses autour de l'Europe qui sont absolument incroyables. Donc, pessimiste, et nous allons voir avec nos trois intervenants ce qu'elles en pensent. Avant de leur donner la parole, je voudrais juste rappeler une phrase que Catherine Lalumière m'a dite un jour et qui m'a frappée. Elle me disait, vous savez, au 19e siècle, les enfants, les petits Français, ils ne naissaient pas républicains. Ils les devenaient grâce aux instituteurs. Eh bien, aujourd'hui, me disait-elle, les petits enfants français, ils ne naissent pas européens. Il faudrait qu'ils le deviennent aussi grâce aux instituteurs et aux enseignants. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. Et donc, nous avons avec nous Marie-Laure Groguenec, vous l'avez dit, Emmanuel, qui enseigne depuis maintenant 37 ans et qui est professeure au CM2. Martine Meheux, qui est agrégée de philosophie et membre du Conseil d'orientation stratégique du TCHE. C'est le cycle des hautes études européennes de l'ENA. Et puis Marie-Lise Pelletier, qui est agrégée de mathématiques et maître de conférences en mathématiques. Alors, je voudrais d'abord donner la parole à Marie-Laure avec une question. Pourquoi est-ce que il y a si peu d'éducation autour de l'Europe aujourd'hui en France et que faut-il faire? Oui, alors pourquoi il y a si peu d'éducation? Eh bien, à l'Europe, je pense que déjà l'Europe est très peu présente dans les programmes scolaires. Elle a même une place toute étroite. On pourrait parler de strapontin. Donc, dès lors que la feuille de route n'est pas bien élaborée, n'est pas claire, n'est pas pertinente, n'est pas très ambitieuse, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Bon, ça, c'est une des raisons. Une autre, je pense, c'est parce que dans la mesure où l'Europe fait aussi débat dans la société, hein, c'est un sujet politique, hein, c'est un sujet qui quelquefois fait polémique. Eh bien, il y a connexion entre ces aspects et enseigner à l'Europe, ça devient aussi un acte éducatif politique, avec peut-être des tabous, avec une certaine distance que l'enseignant a du mal à cadrer. Enfin bref, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et je pense aussi que dans la mesure où enfin, de par le vide qui existe, hein, on dit que l'espace a horreur du vide, et du coup il y a tout ce vide qui se remplit, et bien de doutes, peut-être de questionnements, et puis quand quelque chose n'est pas clair, on n'y va pas franchement, quoi. On n'y va pas, on ne se sent pas avoir les coups des franges dès lors que le regard posé sur ce projet européen peut aussi interroger. Et l'enseignant peut se trouver assez démuni face à ça. C'est un premier aspect. Je ne sais pas si vous souhaitez que allez au bout de ce que vous aviez l'intention de dire. Tout à fait. Donc, alors, je précise, je vous arrête juste 2 secondes. Je précise à tout le monde que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions sur la discussion, et je me ferai bien évidemment le relais auprès des 3 intervenantes de vos questions, que j'espère très nombreuses. Allez-y, Marie-Laure, je vous ai coupé. Hein, donc, ce que je vous disais, c'est que, enfin, à mon sens, hein, c'est un enseignement visible d'un enjeu politique et d'un enjeu politique qui fait débat. De plus, l'enseignant en tant qu'individu va avoir fait des rencontres ou ne pas en avoir fait exactement aussi, donc ça peut jouer, mais cela va fortement impacter l'enseignement, avec en toile de fond les propres souvenirs, les propres représentations qu'il a pu se construire au travers de son vécu. Donc on va retrouver un enseignement un petit peu à géométrie variable. En fonction, il va composer en fait avec ce qu'il y a autour de lui, et puis lui-même, c'est ce qu'il se construit. Et je reviens sur l'idée, enfin quand je parlais tout à l'heure des programmes, des termes
flou, c'est vraiment le cas, c'est vraiment, et puis c'est quelque chose qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a des termes très génériques, très dans lesquels on peut tout mettre ou rien mettre. Ça, c'est un peu à cheval sur certaines disciplines, sur l'histoire, la géographie, mais aussi sur l'enseignement moral et civique. Donc, je dirais pour faire court, on peut dire que comme l'Europe ne se voit pas ou se voit peu dans les programmes, après on la voit pas ou peu dans les pratiques. Alors, si on rajoute à ça qu'il y a une incidence et une influence, plus exactement, avec certains trompe-l'œil, parce qu'il y a quand même des choses qui se font. Mais bien souvent, l'entrée dans cette éducation à l'Europe, elle va se faire par le biais des langues. Alors, certes, les langues sont très importantes, je vais absolument pas dire le contraire, et c'est un formidable vecteur pour entrer en communication. Excusez-moi Marie-Laure, je crois que Marie-Agnès a son micro qui est ouvert et d'autres personnes ont leur micro ouvert, ce qui fait que ça perturbe quand même beaucoup la compréhension de ce qui se dit. Merci de fermer vos micros. Voilà, donc je parlais de l'occultation en fait par les langues. Ne voir cette éducation uniquement, ou plutôt essentiellement, par l'aspect linguistique, c'est un petit peu comme si c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et en prolongement de tout ça, malgré la très bonne volonté et tout l'investissement qui a pu être fait au travers, par exemple, de la mise en place de sections européennes, de parcours européens, de classes euro et même de labels qui ont pu être décernés à des établissements, c'est vraiment tout à fait à l'honneur des initiateurs de ces projets-là. Bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, il y a une domination de l'aspect linguistique. Et or, et je pense que tout à l'heure, Marie-Lise pourra nous en parler, l'éducation à la citoyenneté d'une manière générale, ça concerne, plusieurs champs disciplinaires et c'est pas réservé justement à ce domaine, on va dire, littéraire, et au contraire, les mathématiques, les sciences, les arts aussi contribuent et apportent énormément dans cette éducation. Mais bon, il y a cette entrée qui est très visible, qui est très forte, qui est très prégnante. Un autre trompe-l'œil, je dirais, c'est la mobilité. Et je pense que ça part d'une confusion entre la mobilité et le déplacement. Là, la démonstration, le fait que nous soyons ensemble en réseau, ce soir, nous sommes en train de communiquer. Et puis finalement, on est chacun et chacune chez soi. La mobilité, elle est d'abord dans la tête. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un déplacement physique pour être mobile. Et en prolongement de tout ça, on peut constater que ce qui se fait dans les classes par tous les outils numériques, alors qui se développent sans cesse, mais je pense aux outils e-twinning, des correspondances scolaires, etc., ou des activités par la poste aussi, c'est très bien. Il y a aussi des courriers qui arrivent, faut pas croire. Je pense à une activité que je mène avec mes élèves qui consiste à faire un échange de décorations de Noël entre écoles de l'Union européenne. Les élèves fabriquent des décorations et puis les envoient à d'autres classes et en échange, nous en recevons aussi. Ça, je veux dire, on fabrique, on va à la poste. Donc c'est très bien. Il y a des outils tout à fait traditionnels qui fonctionnent. Voilà. Donc il n'y a pas forcément besoin de sortir physiquement de la classe pour sortir dans la tête. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis surtout, c'est quelquefois conçu ou peut-être appréhendé, ou on pense que c'est quelque chose qui est réservé pour les grands. Alors bien sûr, c'est aussi à mettre en perspective avec ce que je soulignais tout à l'heure par rapport à cette étroitesse dans les programmes, cette place tout à fait réduite, ce strapontin, mais comme si l'Europe, c'était pour les grands, parce que c'est peut-être compliqué. Alors, même nous, de toute façon adultes, entre toutes les institutions, je mets au défi citoyens qu'on rencontre dans la rue de nous faire une description précise ou même d'identifier ce qu'est le Conseil européen, ce que va être la Commission, etc. Ça paraît peut-être compliqué, peut-être sérieux, peut-être ennuyeux. Enfin, en tout cas, complexe. Alors donc, on va laisser ça aux plus grands, Mais quand bien même que ce soit le cas, je pense pas que c'est le cas, ce serait même un non-sens de le mettre, de réserver cette part-là au second degré, au collège et au lycée. Mais même si c'était le cas, justement, ça se prépare avant.
Et c'est un petit peu comme si pour la lecture, par exemple, quand un enfant arrive en CP, c'est là officiellement qu'il va commencer à apprendre à lire, ou c'est du moins là qu'on va constater. Enfin, j'ai sûrement des collègues de maternelle autour là dans notre paysage ce soir. On sait très bien qu'il y a des choses qui doivent être préparées avant, et justement parce que si on veut apprendre à un enfant à lire. Aujourd'hui, aujourd'hui même, on n'imaginerait pas de ne pas lui avoir mis un livre dans les mains, lui avoir lu des histoires. Donc, au contraire, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit pris en compte très jeune, et ça ne l'est pas actuellement. Et donc, je pense que ça, c'est une carence de fait au niveau de la citoyenneté. Et d'ailleurs, je pense à la thèse de Géraldine Bozek sur les héritiers de la République qui démontre aussi que tout ce qui s'articule au niveau de la construction de la citoyenneté, c'est vraiment l'âge idéal, c'est l'enfant de primaire. Parce qu'il est encore, il est vraiment réceptif. Il a déjà bien construit une analyse. Il est réceptif. Et puis c'est là que le terreau peut prendre. C'est là qu'il peut gagner en fertilité. Et puis, et il y a vraiment, ça fait partie de conditions. Donc comme ça, ces conditions-là sont pas activées. C'est pas, on n'en voit pas beaucoup. Mais il y a quand même des choses qui se font. Et des choses très intéressantes. Et sans doute, alors, on peut, sans doute grâce à des facteurs, des choses qui favorisent. Alors, on va les retrouver au niveau de l'établissement lui-même, de la structure pédagogique. Je veux dire que si on voulait faire le parallèle avec la navigation, pour naviguer, c'est quand même mieux si on a un cap. Bon, là, on constate que dans les programmes, il n'y a pas grand-chose d'explicite. Alors, il y a des établissements qui se sont saisis de ces carences, qui ont pallié les carences en incluant l'Europe, en traduisant ces fameux termes génériques dans leur projet d'école, dans leur projet d'établissement. Et à partir du moment où il y a une inscription claire et nette, c'est plus facile de savoir quand on veut aller quelque part, si on sait, c'est indiqué, c'est quand même plus facile. Et puis avec un capitaine à la barre, c'est encore mieux, parce que si le chef d'établissement ou une personne désignée personne ressource à ce niveau-là, au niveau de l'école, s'il y a une personne mandatée pour ça, qui porte aussi le projet, qui va être référente, ça va être aussi un atout. Donc ce sont vraiment des choses, vous voyez, très concrètes. On a besoin de passer par du concret et ça fonctionne. Les bonnes volontés sont là. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, les établissements qui se sont saisis de projets, qui ont inclus l'Europe dans leur projet d'établissement, sont très friands pour présenter ça vraiment comme une valeur ajoutée, comme une fierté. C'est un petit peu comme un étendard. Et ils vont vraiment revendiquer cette action citoyenne. Donc c'est vraiment très porteur. Il y a également. Oui, pardon. Oui, on va peut-être céder la parole peut-être à Martine, parce que je pense que vous avez très envie de nous donner un paquet d'exemples, mais on va peut-être sur ce qu'il faut faire en parler une fois que chacun aura fait le constat de la situation. Donc on reviendra évidemment vers vous ensuite. Je précise que les questions que vous voulez poser, il faut que vous les posiez par écrit. Dans ce qui est discussion, vous les posez à tout le monde, et je voulais évidemment je les relayerai. Martine Méheux, à votre tour, peut-être de nous répondre à cette question. Quelle éducation a l'Europe aujourd'hui? Alors moi, je suis ravie qu'on ait formulé la réflexion de ce soir en quelle éducation a l'Europe. Parce que d'abord, je partage parfaitement l'opinion et ce que nous a présenté Marie-Laure. Il y a une dimension politique, bien évidemment, dans l'éducation à la citoyenneté. Je reprendrai la phrase que j'aime beaucoup de Michelet. Quelle est la première partie de la politique? L'éducation. Et ça, je crois que sans éducation, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de citoyenneté. Et donc, j'irai au-delà, un peu ailleurs que ce que nous a expliqué Marie-Laure, puisqu'elle nous l'a parfaitement expliqué. Il faut commencer dès la petite enfance et dans le système scolaire qui est malheureusement assez déficient en la matière, mais elle fait des prouesses.
Je crois que il faut aller aussi dans ce terme d'éducation jusqu'à l'étymologie d'éducation, hein. Éduquer, doucérer, c'est-à-dire conduire pour améliorer, pour développer, pour élever, pour trouver de l'altitude. Et même si on veut aller plus loin jusqu'à la Grèce, qui est un de mes fantasmes, c'est paideia. Qu'est-ce que veut dire la paideia? C'est l'idée de trouver des moyens culturels pour que tout citoyen ait la possibilité de vivre sa citoyenneté grâce à la culture. Donc, je crois que malheureusement, on en est bien loin ici. Et au-delà de l'instruction, qui est bien nécessaire, c'est très certain, au-delà de l'information, au-delà de tout ce qui est déjà assez déficient, il est grand temps de comprendre qu'il n'y aura jamais de citoyenneté européenne sans un minimum de culture de la civilisation européenne, de l'anthropologie, et que pour obtenir ce sentiment d'appartenance auquel on se réfère très souvent, eh bien se sentir citoyen de l'Europe, il faut d'abord l'aimer. Et pour l'aimer, je crois que la culture est quelque chose d'essentiel, parce que précisément, la culture européenne, c'est quand même quelque chose de magnifique. Il y a de quoi être fier. Alors, il paraît qu'il faut plus employer le terme de fierté, mais je crois qu'il faut déjà être heureux d'être européen, parce qu'on sait qu'on partage cette culture. Or, il y a quand même un certain nombre de gens qui partagent cette culture et qui ne le savent pas toujours. Donc, je crois qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge, mais aussi les adultes, à cette dimension culturelle pour qu'ils soient capables de vivre une citoyenneté active, une citoyenneté éduquée. Donc, faute de cette culture à l'Europe, parce que Dieu sait, enfin, malheureusement, elle n'est pas consciente. C'est ça qui est terrible. Il faut absolument la rendre consciente, c'est-à-dire, faire comprendre à tous ces citoyens européens qui ont justement à l'école, au lycée, ils ont partagé toute une culture. Alors, elle n'est pas toujours extrêmement large sur le plan européen, mais cette culture à l'Europe, eh bien, elle est absente elle n'est pas absente, elle n'est pas vécue comme quelque chose que je partage avec les autres. Alors, je ne sais pas, il faudrait comprendre déjà que le citoyen européen, il est aussi celui qui a en lui cet esprit critique, parce que c'est ça l'Europe, l'esprit critique, c'est la diversité, ça nous le savons quand même, la diversité, justement, il y en a certains qui ont du mal à accepter cette diversité, mais c'est quand même ce qui fait toute la qualité de l'Europe. La fantaisie, je crois que c'est quelque chose de très très européen, la fantaisie, l'interrogation permanente. Alors là, moi j'en ai vraiment contre le principe de précaution. Je pense que le principe de précaution, on nous a encore en plus mis dans la Constitution française, c'est quelque chose qui tue cette interrogation permanente. Or, qui sont ces grands Européens qu'on a tous connus grâce à notre culture? Ce sont des gens qui ont été capables précisément d'être toujours en interrogation, en inquiétude, en doute par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres. Je sais pas, moi je peux citer quelques Européens. Quand vous lisez Montaigne, c'est un Européen. Il a compris que l'identité qui se réduit à l'unicité, ça n'est pas européen. Et alors, il parle pas d'Europe, mais il est européen, ça c'est certain. Et encore qu'il en parle quelquefois. Shakespeare, voilà, un immense esprit critique, un interrogateur de ce qu'est l'humain et quelque part de ce qu'est l'européen. Je les prends de différents pays pour montrer justement que c'est quelque chose qui a traversé toute l'Europe. Baltasar Gracián, l'espagnol magnifique, qui passe son temps, alors peut-être un peu trop, à douter de ce que nous sommes. Moi, je suis une passionnée de Giambattista Vico, qui a démoli Descartes. Et Descartes a fait un tort considérable à l'Europe. Parce qu'à force de rationalité, il a voulu réduire toute cette dimension de diversité, de fantaisie. C'est certainement pas un fantaisiste, hein. L'esprit critique, oui, on dit qu'il a l'esprit critique, bien sûr, parce que
il a mis en doute le doute hyperbolique, soi-disant. Mais c'était une technique pour arriver à prouver, à démontrer avec sa raison que. Donc, prenons plutôt Vico, parce que Vico, lui, il s'est servi de toutes les traditions européennes, de la diversité, de la culture historique des différents peuples. Là, il montre vraiment ce qu'est l'Europe à travers ça. Et puis, je prendrai en dernier lieu, mais j'en pourrais en prendre même bien d'autres, Pessoa. Quand vous lisez Pessoa, là, c'est le Portugal, enfin, c'est un Portugais. Pessoa, d'abord, a changé de nom, je ne sais combien de fois. Il ne voulait pas qu'on le réduise à Pessoa. Donc, il a écrit sous différentes appellations. Et tous ces gens que nous lisons, à travers la culture et les lettres européennes, ou la philosophie, ou l'art, j'aurais vu prendre des artistes, bien sûr aussi, eh bien, ce sont ceux qui nous font goûter ce qu'est l'humain européen. Et nous faisant goûter ça, je crois qu'il nous donne le goût de l'Europe. C'est comme ça qu'on attire le goût de l'Europe. Alors, j'en viens à qui transmet ce goût de l'Europe? Qui transmet ce goût de l'Europe et de la culture européenne? Je pense que les politiques, les économistes, les spécialistes des institutions européennes, c'est utile. C'est vrai que c'est utile. Mais je crois qu'avec leurs seuls moyens, alors quelquefois ils en ont bien d'autres, hein, ça c'est vrai. Et dans ce cas-là, ils touchent. Mais avec leurs seuls moyens, je crois qu'ils ont du mal à nous faire vibrer à l'Europe. Ils nous expliquent un tas de choses, mais je ne sais pas s'ils arrivent jusqu'à développer notre citoyenneté européenne vibrante. Alors, je me tourne vers d'autres, à qui j'en veux pas mal d'ailleurs, excusez-moi, je vais me faire des ennemis, mais ceux qui vivent de la culture. Alors, les philosophes, les artistes, les écrivains, que font-ils de l'Europe aujourd'hui? Qui sont les philosophes qui parlent de l'Europe aujourd'hui? Il y en a quelques-uns. Qui sont les artistes qui parlent de l'Europe aujourd'hui? Qui sont les écrivains qui parlent de l'Europe aujourd'hui? Il y en a quelques-uns, c'est vrai, mais il y en a tellement peu. Alors c'est leur travail, c'est leur boulot, c'est ça qu'ils devraient faire. Et d'ailleurs, quand on les interroge, souvent, ils vous répondent: ah oui, je suis très européen, c'est vrai, je suis très européen. Oui, mais ils ne se sentent pas des passeurs d'Europe. Alors je trouve que vraiment, c'est leur travail. Ils devraient, auprès de la population, auprès des citoyens, passer l'Europe. Alors, troisième catégorie, heureusement, il y a les enseignants. Alors, les enseignants, il n'y en a pas énormément qui sont convaincus d'être des passeurs d'Europe. Mais il y en a, comme Marie-Laure ou comme Marie-Agnès, qui sont des personnes qui ont compris. Qui sont ces quelques enseignants? Enfin, je dis quelques, j'exagère, il y en a quand même un certain nombre. Qui sont ces enseignants qui acceptent de passer l'Europe, de faire passer cette culture? Eh bien, ce sont ceux qui ont compris d'abord que l'éducation est une question de longue haleine. C'est pas une question simplement de programme de l'année. Ça, je crois qu'il faut déjà avoir compris ça pour pouvoir faire passer quelque chose de l'Europe auprès des élèves. Ce sont des gens qui se sont munis de ressources pour faire passer l'Europe, qu'on ne leur a pas donné dans leur éducation d'enseignants. Parce que l'éducation, moi, pendant que j'ai été présidente de l'Association européenne de l'éducation, je me suis battue avec le ministère, parce que le ministère me disait: mais regardez, dans les programmes, il y a déjà plein de choses sur l'Europe, c'est très bien. Oui, mais tant que vous n'avez pas formé les enseignants à l'Europe, ce qui n'est pas le cas, on ne les forme pas à l'Europe. Alors en histoire, on vous dit oui, ils ont une certaine connaissance de l'Europe, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Donc ces enseignants, ceux qui sont des passeurs d'Europe, ce sont ceux qui ont accepté d'aller rechercher des ressources bien au-delà de la formation qu'ils ont reçue. Ces enseignants, ils savent que la citoyenneté européenne vivante sans éducation à la culture, ça n'existe pas. Et donc, ils savent aussi, et je ne sais pas s'il me reste encore 5... Non, je peux encore vous parler 5 ou 10 minutes. 5 minutes. Non, pas 10 minutes, Martine. Pas 10 minutes. Alors, parce que sinon, il n'y aura pas la place pour le débat. Je vais juste ajouter que 3-4. Comment 3-4. 3-4 minutes, très bien. Ces enseignants ont compris que l'Europe politique véritable, c'était l'Europe qui avait développé une certaine culture européenne. En fait, ce sont ceux qui ont compris Michelet, hein. La politique, c'est d'abord l'éducation. Alors, j'ajoute juste à cela,
que moi j'ai rêvé pendant longtemps, quand j'étais présidente de cette association, qu'enfin on donne non seulement une formation aux enseignants, mais une initiation à l'anthropologie européenne. Et j'ai rêvé même, mais j'y suis jamais parvenue, à l'idée qu'on puisse créer un institut européen de la civilisation européenne où on permettrait aux enseignants, mais pas seulement aux enseignants. Je pense qu'il faut leur faire rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées par ces questions, parce qu'il n'y a pas que les enseignants. Et cet institut, eh bien, d'une part, il leur apporterait toute une culture. Alors vous direz qu'ils en ont déjà une certaine, mais enfin, des grandes inventions, des grands courants artistiques, des grands humanistes européens, de la démocratie et la citoyenneté européenne, parce que rares sont ceux. La démocratie, quand même, ils ont eu un minimum de formation, mais la citoyenneté européenne, très peu. Et donc, il faudrait leur donner aussi toute une possibilité d'interactivité entre eux. Donc, j'ai rêvé à ça. Mais malheureusement, j'ai pas obtenu. Alors j'espère qu'un jour il y aura un institut d'initiation à la civilisation et à l'anthropologie européenne et qui sera destiné non seulement à des Français, mais surtout à différentes personnes de différents pays pour qu'il y ait ces échanges. Je m'arrête là, Véronique. Je n'ai pas dépassé. Non, c'est bon. Vous parliez de vibrer l'Europe. C'est ça, je crois que oui, c'est ça. Vibrer à l'Europe. Oui. Je crois que Marie-Lise a une technique pour faire vibrer à l'Europe je dirais, je ne sais pas si on peut appeler ça une technique, mais en tout cas une philosophie qu'elle va nous expliquer et qui est, je le trouve, extrêmement originale. Il faut que vous ouvriez votre micro, Marie-Lise. Voilà. Je vais m'appuyer sur quelques diapositives parce que je suis plus à l'aise si ça ne dérange personne. Allez-y. Alors la seule chose, c'est qu'il faut que j'arrive à le faire. Voilà, c'est toujours le problème de ces diapositives. Voilà, je pense que je vais y arriver quand même. Il faut juste que je prenne ça et je pense que ça doit marcher. Est-ce que c'est bon? Ça marche. Ça marche. Alors voilà, oui. Moi, c'est un tout petit. Je regarde ça par un petit trou de la serrure, les mathématiques. Donc, je vais essayer de montrer qu'on peut contribuer à la sens. Je sais pas, ça ne va plus marcher, ça. C'est le problème des. Écoutez, si ça marche pas, allez-y sans, parce que. Si, voilà. Donc, je disais donc que c'était ma petite entrée par un petit trou de la serrure, c'était de tenter de sensibiliser à l'environnement européen tout en faisant des mathématiques et également participer à l'éducation à la citoyenneté toujours en faisant des mathématiques. Donc, c'est un petit peu réduit, bien sûr, comme point de vue, mais toujours, on pense que les mathématiques sont en dehors des choses de la vie quotidienne et de la culture. Même, quelquefois, on est étonné quand on parle de culture mathématique, les gens ayant l'impression que les mathématiques sont en dehors de la culture, ce qui est toujours très étonnant. Et donc, je disais que pour même travailler des choses très élémentaires, le choix de contexte européen est un choix aussi, plutôt plus intéressant, plus motivant que d'aller chercher des petites historiettes comme on voit dans de très nombreux manuels. Donc on avait, nous, en tant que mathématiciens, on avait construit une collection qui s'appelait Euromat. Alors le mot Euromat, c'était exprès pour parler de ce contexte européen. Ça n'a pas toujours été bien compris. Ce que disait d'ailleurs Marie-Laure, c'est qu'il y a des personnes qui considèrent qui ne sont pas forcément d'accord avec l'idée européenne. Donc, qu'on ait appelé ce livre Euromat, ça a déplu à certains. D'autres ont pensé qu'il s'agissait de parler d'argent, d'euros.
Donc, c'était ne pas comprendre notre point de vue, qui était d'essayer de choisir des contextes qui permettent aux enfants, dès le plus jeune âge, de regarder de mieux connaître l'Europe. Alors, je vais faire quelques slashes comme ça, juste pour montrer le genre de choses. Sur la géographie, par exemple, bon, j'ai pris une page où il s'agit d'étudier les fleuves européens. Et en fait, du point de vue des mathématiques, on va faire du repérage cartésien, on va faire du calcul sur les distances, on va faire plein de choses qui sont très importantes en mathématiques, mais en même temps, ça va nous permettre de connaître mieux ces différents pays qui constituent l'Union européenne, d'en connaître la géographie. Alors, il y a des pages sur les montagnes, sur le relief, il y a des pages sur les fleuves, il y a des pages, bien sûr, sur d'autres côtés géographiques de cette Europe. Et on travaille des connaissances mathématiques très précises au travers de ce genre de documents. Par exemple, également, pour travailler sur les grands nombres, pourquoi ne pas choisir plutôt le contexte européen? Alors là, on avait un contexte pour regarder des nombres vraiment grands qui concernent soit le nombre d'habitants, soit les superficies, soit les distances depuis Paris, ce qui nous fait en fait un travail sur les grands nombres, sur les aires, sur les distances, sur la population, et tout en finalement continuant à mieux savoir quel était ce contexte des pays européens. Alors, pour parler un tout petit peu de culture, également les musées des différents pays européens, pour que déjà les élèves connaissent non seulement les nôtres, mais aussi ceux qui sont dans les autres pays de l'Europe. Alors, c'est un livre qui est un peu ancien, vous voyez qu'il y a encore le Royaume-Uni. Mais bon, voilà, il fait partie de l'Europe sans pour autant ne pas faire partie de l'Union européenne maintenant. J'ai pris encore autre chose pour savoir un peu où étaient les institutions. Donc, parler des institutions, c'est bien aussi de savoir les localiser. Le fait qu'on ait besoin de regarder, de travailler sur cette page pour faire du repérage, du calcul de distance, eh bien, on va parler de ce Parlement européen. Donc, forcément, on va expliquer quel est son rôle quand on est en classe. On va dire des choses à son sujet, comment sont élus les députés qui y siègent. Donc, toute cette partie-là va être intégrée à l'activité mathématique. C'était vraiment notre point de vue. C'était d'essayer de faire en sorte que les mathématiques soient présentes, mais qu'elles soient présentes dans ce contexte-là aussi. Alors, Marie-Laure m'a envoyé ce qu'elle avait fait avec ses élèves à propos du drapeau européen, donc les symboles de l'Europe, discuter de ces symboles, expliquer pourquoi on a 12 étoiles, donc ça nous fait travailler à la fois sur la symbolique des nombres, quand on construit le tableau, on travaille aussi sur la symbolique des formes. En même temps, on constate que ce choix est un choix intelligent puisqu'il permet de ne pas modifier le drapeau, même si on a de nouveaux entrants dans l'Union européenne, ou des sortants d'ailleurs. Et tout en faisant ce travail sur le drapeau, on va faire du travail mathématique de bon niveau sur, par exemple, la proportionnalité si on veut agrandir ce drapeau, et puis bien sûr sur les constructions géométriques des figures classiques en maths. Donc voilà, l'idée c'était un peu ça, c'était d'essayer de montrer que il est facile de trouver des contextes qui nous permettent de travailler à peu près tous les domaines des mathématiques dans le cadre de l'école élémentaire. Là, moi je parle vraiment de l'école élémentaire, tout en donnant aussi aux élèves l'envie de mieux connaître cette Europe. Et là, j'ai pris un dernier exemple sur la vie quotidienne, pour permettre aux élèves aussi de comprendre que de se décentrer. La vie scolaire, c'est pas la même dans tous les pays de l'Union européenne. On constate que, par exemple, si on regarde une journée scolaire dans l'Union européenne, la manière de penser l'école dans la journée est très différente en fonction des pays. Donc, ça fait aussi parler de cette question, qu'est-ce que c'est la cantine, pas de cantine? Donc, on calcule des durées, on fait beaucoup de travail mathématique tout en acquérant un certain nombre de connaissances factuelles sur ce qui se passe chez nos voisins européens.
Alors je présente ça, je voulais dire aussi que ce qui nous paraît important, c'est que ce contexte européen permet de questionner des allants de soi, parce que beaucoup de personnes sont franco-centrées, je dirais, et on croit toujours que ce qui se fait chez nous se fait partout. Et en fait, ben non, c'est pas tout à fait ça. Et donc, on pourrait alors, je ne sais pas comment je vais réussir à attraper ça. Par exemple, le contexte européen nous permet de questionner la façon dont on fait les opérations. On ne fait pas les opérations tous de la même manière. Donc, réfléchir à la façon dont d'autres font les opérations permet non seulement de savoir qu'ils les font différemment de nous, ce qui est un premier point, mais aussi nous permet de revenir sur les techniques opératoires que représentent les nombres, pourquoi certains commencent par les dizaines, pourquoi d'autres commencent par les unités. Donc, on retravaille finalement la numération, on retravaille toutes les propriétés des opérations en ayant finalement constaté que ce qui se faisait chez nous était intéressant, mais qu'il y a des choses absolument intéressantes aussi qui se font ailleurs et qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacun des choix qui sont faits. J'avais pris un autre exemple. On avait avec la Grande-Bretagne des unités de longueur et de capacité d'ailleurs et de masse qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Le travail de transformation d'un type d'unité dans un autre type d'unité est un travail tout à fait passionnant au niveau de la proportionnalité. Et c'est aussi quelque chose qui permet de faire le lien entre les unités anglaises, par exemple, et les parties du corps. Donc, on comprend mieux pourquoi ces unités perdurent dans certains pays, puisque nous les avons vues pendant des années aussi en Europe, enfin en France. On avait des unités qui étaient liées à notre corps. Et donc, on lit ainsi à la fois la diversité européenne, mais aussi le passé de chacune de nos nations. J'ai repris un autre exemple aussi pour discuter sur la notion de normes, parce que finalement, il y a beaucoup de normes en Europe, on en entend parler tout le temps, mais qu'est-ce que ce sont ces normes? Là, par exemple, on travaille sur les normes concernant l'étiquetage des vêtements ou des chaussures, qui ne sont pas les mêmes suivant les pays. Et donc, ça permet de travailler sur la notion de norme, déjà, qui est un travail intéressant. Et puis, bien sûr, après, un travail mathématique pour pouvoir passer de l'un à l'autre, de comprendre, par exemple, ce que c'est que la pointure d'une paire de chaussures. C'est pas la longueur du pied. Pourquoi ce n'est pas la longueur du pied? Est-ce que tous les pays ont la même manière de mesurer la pointure de la chaussure? Voilà des questions très pratiques, vraiment pratiques, qui, me semble-t-il, permettent de voir que quand on veut se donner la peine de regarder un petit peu les disciplines et ce qu'elles peuvent apporter aux élèves, bien sûr, dans leur propre domaine, mais dans les domaines comme les domaines de la culture européenne, il y a moyen de faire des choses, me semble-t-il, de manière assez sympathique, assez, je dirais, motivante pour les enfants. Tout le monde dit toujours il faut motiver les élèves, il faut les faire jouer. On peut les motiver sans forcément les faire jouer. Le mot de jeu est toujours arrive toujours quand on parle des mathématiques, puisque c'est, paraît-il, une science qui n'est pas rigolote. Et tout le monde veut la rendre rigolote en jouant, mais on peut la rendre intéressante, ce qui est, à mon avis, plus important que de la rendre rigolote, même si c'est bien que ce soit joyeux. Donc voilà, c'était un petit peu pour présenter le lien qu'on peut faire entre les mathématiques et une sensibilisation, je vais dire simplement une sensibilisation, c'est tout petit, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est relativement facile à faire et qui, à mon avis, contribue à faire en sorte que l'Europe soit dans le quotidien des élèves de nos classes. Alors, la deuxième partie du point de vue que je voulais développer, mais je le ferai si besoin et plus tard, c'était que, indépendamment de l'Europe, les mathématiques sont aussi un bon vecteur pour travailler sur la citoyenneté. Et donc, j'avais
présenter un petit peu le fait que quand on apprend des maths, bien sûr, on contribue aussi à l'éducation du citoyen de demain, à la fois sur le plan des connaissances, bien sûr, ça tout le monde y pense, mais aussi sur le plan de développement d'un certain nombre de compétences. Certaines, tout le monde y pense, comme le raisonnement, la preuve, etc. Mais il y a d'autres points très importants qui est la capacité à anticiper, à prévoir avant de faire, hein, qui est, à mon avis, un point fondamental de l'éducation du citoyen. C'est-à-dire que si on arrivait à faire en sorte que les élèves comprennent que avant d'agir, il faut réfléchir, et donc les mathématiques sont vraiment un très bon outil pour montrer ça. Eh bien, voilà. C'est tout à fait important de regarder les mathématiques aussi comme ça. Et puis d'autre part, les mathématiques en tant que telles portent un certain nombre de valeurs de la République, hein, notamment la laïcité, l'égalité, la liberté, toutes ces grandes valeurs de la République. Elles ont fait des mathématiques ce qu'elles sont, puisqu'elles se sont construites dans ce cadre-là, c'est-à-dire internationalement, en grande liberté et sans être, comment dire, embarrassé des questions de religion, de sexe, de genre, de toutes ces questions-là. Ces questions-là n'ont pas entravé le développement de la science elle-même, de la science mathématique elle-même. Donc, si on a l'occasion, je reviendrai sur ces points, mais voilà, c'était ce dont je voulais parler dans le cadre de ce qu'on m'avait demandé, en espérant que c'était un petit peu ce que je les ai. C'était très original et surtout passionnant. Alors peut-être il faudrait que vous enleviez vos. Voilà. Normalement, carrément. je vais y arriver. Donc voilà, nous allons passer maintenant à la phase des questions. Phase des questions qui, évidemment, que je vais poser, mais que vous pouvez également poser. Alors, si vous voulez, vous levez la main si vous savez le faire. Sinon, vous mettez votre question sur la discussion. Hein. Je continue à valoriser cette façon de faire. Pour l'instant, il y a des interventions, mais il n'y a pas de questions. C'est la raison pour laquelle je vais poser celle qui me brûle les lèvres. Vous, Marie-Lise, vous avez expliqué comment on pouvait objectiver l'Europe. Parce que je ne vois pas où est la politique dans ce que vous racontez. Non, il n'y a pas du tout de politique. Ce que nous a dit Marie-Laure et d'une certaine façon Martine également au début, c'est que finalement, si on ne parle pas tellement d'Europe, quelle que soit la classe, c'est parce que c'est un acte politique de parler d'Europe. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai commencé non pas par faire de l'Europe, mais par faire du journalisme économique. Et j'étais très frappée parce que moi, j'avais aussi, quand j'étais au lycée, fait de l'économie, qui m'avait jamais paru être autre chose que de l'économie. Et je me suis rendu compte que petit à petit, les enseignants avaient transformé cet apprentissage en économie en de la politique. Et je pense que c'est le même écueil que nous rencontrons aujourd'hui avec tout ce qui touche l'Europe. Et est-ce que vous pouvez, aussi bien vous, Marie-Lise, que Marie-Laure ou Martine, m'expliquer comment ça se fait que les enseignants, dès lors qu'ils considèrent qu'un sujet est politique, eh bien, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui veut commencer ? Et je parle de l'Europe en l'occurrence, parce que je pourrais parler de la religion pareillement, hein, mais en l'occurrence, je parle de l'Europe qui est forcément politique. On l'a vu avec Maastricht aussi. Hein, on a vu que les enseignants avaient très fortement voté contre la Constitution, contre Maastricht. Pourquoi ? Voilà. Est-ce qu'on ne mélange pas tout ? Moi, je peux Oui, Marie-Laure, bien sûr, au contraire.
Un premier élément, pourquoi les enseignants seraient-ils si frileux? Je pense que les enseignants peuvent se sentir isolés, ont peur des conséquences qui pourraient s'en suivre. Qu'est-ce qui va se passer si des parents interviennent? Par exemple, par rapport à l'Europe, qui est quand même très souvent convoquée dans les débats. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'ils vont se sentir soutenus par leur hiérarchie? Est-ce que la hiérarchie existe, va se manifester, va être présente? Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à cette espèce de flou, dans la mesure où c'est pas explicite. On peut pas vraiment. Le cadre, il est flou lui aussi. Donc ils peuvent pas se raccrocher, ils peuvent pas inscrire leurs activités, leurs programmes, Là, vous parlez, Marie, vous parlez de tout ce qui est primaire ou maternelle, parce que on l'a vu avec Marie-Lise, par exemple en maths, il suffirait de prendre les exemples qu'elle a pris pour objectiver l'Europe. Et je vois pas pourquoi un parent d'élève viendrait et se plaindrait du fait qu'on étudie les emplois du temps et la notion de temps à travers les emplois du temps de classe européenne, par exemple. Oui, mais je pense que si on le fait au travers des mathématiques, on le fait aussi au travers des autres disciplines. Enfin, je vais parler essentiellement du primaire, c'est aussi le terrain le terrain de jeu. Et donc, il y a plusieurs entrées. À partir du moment où on se met à faire de l'Europe, ça a du sens. On en fait partout, quoi. Ça va pas être cantonné à une seule discipline, justement. Et ça peut, et le revers, la crainte peut être de ne pas en faire, de ne pas avoir les coups des franges, de ne pas se sentir soutenu, parce que on va aborder ça vraiment dans un contexte plus général, et c'est ce contexte-là qui Donnez-moi un exemple, parce que par exemple, si on prend, je ne sais pas si aujourd'hui on parle encore de ces trains il y en a un qui est à tel endroit, l'autre qui est à tel autre endroit, et quand ils se croisent, étant donné qu'ils font du 100 km/h, je ne sais pas si on prend encore ça, mais il suffirait de prendre par exemple un train qui part du Luxembourg, qui va à Barcelone et qui s'arrête à Paris, c'est quand même pas compliqué et c'est pas politique. Si, c'est compliqué? Ça non, et sur ce domaine-là, il y aurait pas de problème ponctuellement, si vous voulez, pour des supports comme ça, ponctuellement. Mais je pense que un enseignant qui va faire un problème, qui va utiliser ce contexte-là uniquement dans les mathématiques, il va pas avoir le sentiment, ça va pas être conscientisé, il va pas avoir le sentiment qu'il fait une éducation à la citoyenneté européenne ou une éducation à l'Europe. Je pense que il y a pas cette toile de fond, ce paysage qui nourrit suffisamment. Il y a, je sais pas. Martine, peut-être. La réponse est floue, mais le contexte est tellement flou que. Ouais. Je dirais juste sur cette question-là que je ne saurais pas répondre vraiment bien à cette question, parce que je ne suis pas enseignante devant des élèves de primaire, mais il me semble que le fait de conscientiser, ça c'est vraiment très important, bien sûr. C'est peut-être ce qui effectivement freine les collègues. Et ce que dit Marie-Laure et que je commence à bien comprendre, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont ce souci de sensibiliser leurs élèves à l'Union européenne et à l'Europe d'une manière générale et à la culture européenne, ils vont pas le faire seulement en mathématiques, ça c'est sûr. En mathématiques, c'est plutôt très facile. Personne le fait, cela dit, ou très peu de gens le font. Ah, c'est ça, oui. Mais est-ce que oui, facile à faire, a priori. Oui. Ça ne devrait pas poser de problème aux enseignants, parce que ça ne va pas porter sur le fait que sommes-nous européens, au sens allons-nous voter pour tel truc. Oui, mais ça mais l'idée de parler d'Europe, c'est pas simplement de dire est-ce que nous sommes européens, etc. C'est par exemple ce que vous disiez, Martine, en parlant de ces auteurs, de ces écrivains. Moi, je pense que par exemple, si on étudie Voltaire, c'est évident qu'on doit étudier Voltaire
à travers le fait qu'il était, il allait en Russie, il allait, enfin, voilà, ça me paraît évident. Et pour moi, c'est une conscientisation de justement de cette culture commune. Je vous vois plus, je te vois plus, Martine. Ah si, je suis là. Ah voilà. Je suis là. Oui, par Moi, rapport à ma question. Ah ben moi, je vais répondre sur Voltaire. Voltaire, c'est très clair. Voltaire, ce sont les Lumières. Et alors, les Lumières, pour l'inspection de l'éducation nationale et même pour l'ensemble des enseignants, à part des exceptions, c'est la grandeur de la France. Mais l'Europe quelque part retire quelque chose à la France pour tout ce milieu, parce que ils ont été formés. Alors, il y a des exceptions. Hein, je ne veux surtout pas généraliser. Et j'ai l'impression quand même que ça s'améliore. Mais ils ont été formés au jacobinisme, c'est-à-dire que tout vient de la France. Pourquoi aller voir autre chose? Pourquoi la France a donné tout ce qu'il fallait? La France, c'est l'humanisme français. À la limite, c'est d'ailleurs vous interrogez certains enseignants, ils s'imaginent que l'Europe a commencé avec les Lumières. Posez cette question, vous allez voir, moi je l'ai déjà posée. Il n'y avait rien avant les Lumières. Non, mais c'est sûr que même par rapport, moi je me souviens, tout ce qui était vapeur ou tout ce qui était vaccin. Moi, je croyais que les inventeurs étaient français, pas du tout. Ils sont britanniques. Et c'est vrai, ce tropisme franco-français, franchouillard de l'enseignement. Mais est-ce que ça n'est pas assez grave? Ah mais c'est très grave, mais les grands compositeurs de musique, Beethoven et compagnie, demandez à un enfant, il va vous dire en général qu'il est français, parce que c'est ce cocorico français. L'Europe détruit quelque chose surtout pas, hein, à mon avis, au contraire, ça élargit les choses, ça ouvre l'esprit. Mais pour beaucoup d'enseignants, l'Europe, on s'en méfie parce que c'est ça, ils sont très jacobins, ils ont toute la formation des enseignants. Elle est jacobine. Qu'est-ce qu'on leur apprend de l'Europe aux enseignants? Même en histoire. Moi, je me souviens de cet inspecteur général en histoire qui m'avait dit, c'était au Futuroscope, il m'a dit, mais enfin, madame, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre Europe, là? L'Europe, c'est de l'économie, c'est rien d'autre. Ça ne concerne que les enseignants d'économie. Nous, en histoire, on a bien autre chose à dire. Donc voilà, c'est cette forme de, alors, j'espère que ça date d'il y a 15 ans, ça, hein. J'espère que ça a évolué. Mais il y a quand même quelque chose, hein. J'ai une question pour Marie-Laure de Alix Marchand. Comment surmonter l'obstacle de la langue dans les échanges avec les classes des autres pays, au moins au niveau des enseignants? Oui, alors c'est vrai, la langue, c'est important, c'est un vecteur essentiel même, mais je dirais que là aussi, il va y avoir différents moyens de communiquer. Bon, déjà au niveau, je vois que la question porte au niveau des enseignants, mais déjà au niveau les deux, parce que au moins au niveau des enseignants, ça veut dire déjà au niveau des enseignants, mais ensuite au niveau des élèves. Oui, alors normalement maintenant les enseignants qui sortent et qui arrivent dans les écoles ont l'habilitation, enfin ont été formés et ont l'habilitation pour enseigner une langue. C'est plus une initiation, c'est un enseignement, c'est un apprentissage avec des évaluations. Bon, et puis là bien souvent aussi c'est l'anglais, hein, qui domine. Bon, voilà, mais évidemment, il vaut mieux se débrouiller un petit peu au moins en anglais pour pouvoir enseigner l'anglais ou du moins comprendre ce qu'on va recevoir. Bon, alors là, c'est vrai que on est je pense, dans un entre-deux. Même si la performance au niveau de l'enseignement des langues, c'est pas non plus forcément une fierté ou une réussite française, hein, d'une manière générale. On n'est pas les meilleurs à ce niveau-là. Mais malgré tout, je dirais qu'il y a on peut communiquer de différentes manières. Et là, je vais vous donner un exemple très, très concret. Tout à l'heure, je parlais du sapin européen, là, quand on s'échange les décorations de Noël. En plus de la réalisation de ces objets, nous sommes invités aussi à présenter, à faire part des traditions et à faire un petit écrit pour présenter Noël donc sur son propre territoire. Et puis, également de présenter sa région, sa commune, enfin voilà, puisque le colis va aller en Lituanie, en Grèce, à Chypre, enfin, etc. Eh bien, en échange, donc on reçoit aussi des courriers dans d'autres, enfin des courriers de langue où c'est pas le français qui est utilisé. Et bon, c'est l'anglais qui à ce moment-là
est utilisé dans les productions. Mais alors avec des choses très simples, il y aura des dessins qui vont compléter, ou même quand il va y avoir un texte complet en anglais sur la présentation, si la classe, si c'est le cas, eh bien on passe par une immersion. Par le fait de découvrir, il faut pas attendre qu'on connaisse tous les mots de la langue ou tous les mots du paragraphe pour en saisir le sens. C'est aussi une approche, un petit peu comme pour la lecture, enfin comme pour tous les apprentissages. Il y a ce bain, il y a cette imprégnation, il y a cette initiation, cette immersion qui va se faire progressivement. Et je vous assure, la fierté des enfants quand ils réalisent qu'ils ont compris le sens d'un texte général, même s'ils n'en connaissaient pas tous les mots, parce qu'ils ont réussi à prendre des repères. Et puis bon, après on les valide, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui se construit et qui en plus va s'enraciner, parce que ça va donner. Alors là, au-delà de l'apprentissage, ça va être de la confiance en soi, ça va être du plaisir, ça va être du goût, et le sentiment de fierté d'avoir réussi à comprendre quelqu'un de l'autre bout, enfin ou à quelques milliers de kilomètres. Donc, il faut aussi s'approprier ça. Il faut se lancer, il faut se mettre dans le bain avec toute la modestie. Et je dirais que concrètement, j'ai l'exemple cette année où nous avions reçu tout un texte en allemand. Or, bon, normalement, il devait y avoir un petit peu d'anglais. Et bon, tout était en allemand. Moi, même si j'ai fait de l'allemand jusqu'en terminale, je ne maîtrise pas du tout. Eh bien, on a trouvé une solution qui a été de se tourner vers le collège voisin, et où la géniale prof d'allemand de 4e s'est saisie de ces lettres, de ces courriers tout à fait authentiques, et elle les a fait traduire. Ça a été un support pour ses propres élèves, pour les collégiens, et qui nous ont donné la traduction ensuite. Donc, vous voyez, il y a aussi moyen, on trouve des outils dès lors qu'on est dans cette pédagogie de projet. Ça renvoie beaucoup aussi à la manière dont on fonctionne, à cette interdisciplinarité, et sortir aussi de sa classe, sortir du carcan des matières, du cloisonnement. Alors, il y a autre chose que j'ai constaté, moi, après une dizaine d'années comme membre du jury du prix Hippocrène, c'est que l'auberge espagnole, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, aussi bien en France qu'à l'étranger, de plus en plus de gens se marient ou avec un autre Européen ou vivent dans un autre pays que le leur parce qu'ils sont mariés avec justement un autre Européen. Et beaucoup d'enseignants, beaucoup plus que je ne le pensais, sont en réalité soit d'un autre pays européen que la France et enseignent en France. Et donc, ils n'ont aucun problème. Par exemple, moi, j'ai souvenir en primaire, je parle, d'enseignants espagnols, allemands, anglais, etc., qui étaient mariés en fait avec des Français, qui enseignaient même parfois dans des minuscules petits villages en France, et qui en fait ils organisaient des échanges comme ceux que vous venez d'indiquer, Marie-Laure, et ils n'avaient aucun problème de langue. Et c'est la même chose dans l'autre sens. J'ai vu aussi, oui, des enfants polonais, parce qu'en fait c'était une Française qui enseignait dans les petites classes en Pologne, et qui est donc avait lié à communication grâce à e-twinning en France. Et ça, il y en a énormément. Oui, Martine. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que plus loin que ça, il faudrait absolument, et là aussi, je vais revenir au Futuroscope et à mes expériences, mais bon, il faudrait absolument que tout enseignant fasse un séjour en responsabilité, parce que les Erasmus, ça existe, les Erasmus enseignants, oui. En responsabilité dans un autre pays qui ne serait pas forcément là, enfin, ce serait pas forcément la Grande-Bretagne. Il faut absolument demander aux enseignants d'aller comprendre ce que sont les systèmes scolaires des autres pays, et en même temps justement cet interculturel, ils vont le découvrir en allant dans un autre pays. Ça me paraît strictement nécessaire. Je m'étais battue pour ça, mais malheureusement, ça a un peu avancé, je crois. Oui, ça devrait. Erasmus entre enseignants, ça, c'est oui. Sur les rails. Hein. Oui, mais ça devrait concerner tous les enseignants qui commencent leur carrière. Ça devrait faire partie du cursus. On passe 6 mois ou 1 an dans un autre pays. Il n'y a pas d'autre solution pour qu'ils deviennent vraiment européens. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, moi, tous les enseignants qui sont partis
enseigné dans un autre pays, ils sont devenus profondément européens, toujours. Il n'y a pas d'exception. Ça me paraît le b.a.-ba, enfin, de cette possibilité de rendre les enseignants européens. Alors, il y avait une deuxième question dans le titre de cette émission. Donc, quelle est l'éducation à l'Europe? Mais dans le propos, il y avait aussi la conférence sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que cette conférence, puisqu'il nous reste en gros 25 minutes, cette conférence, cette ouverture, ce questionnement des citoyens français peut faire avancer l'éducation à l'Europe en classe et à l'université également, hein, je précise. Qu'est-ce qui veut que c'est un peu une colle, hein, j'en suis bien consciente. Mais est-ce que réellement ça peut, voilà, le fait de discuter tous ensemble autour de ce sujet peut permettre de mettre le doigt sur justement ce qu'on vient de soulever, à savoir que il y a un vrai manque autour de l'éducation à l'Europe. C'est à souhaiter, en tout cas, c'est à souhaiter. Parce que si on veut qu'il y ait plus d'Europe, si on veut que les citoyens se rassemblent, soient plus proches les uns des autres, évidemment, il faut que ça passe, tout à l'heure Martine leur précisait, il faut que ça passe par l'éducation. C'est d'une évidence. Il n'y a pas que l'éducation, mais on peut pas faire l'impasse sur l'éducation. Donc, ça veut dire bien sûr la formation des enseignants. Et puis là, la formation pour tous les champs disciplinaires, hein, parce que là aussi avoir une formation de qualité, ça paraît complètement essentiel. Mais il faut déjà que la formation réelle existe. Et là, c'est quand même, il y a matière. Il y a matière. Mais je pense que pour se saisir, ça passe par l'éducation, ça passe par l'information. Et ce sont deux grands domaines, il y en a certainement d'autres, mais pour lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Donc il faut que la conférence, c'est l'occasion. Si on veut plus d'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment, Marie-Laure, que vos collègues ont déjà entendu parler de cette conférence, ont l'intention d'y participer, de donner des témoignages ou pas, ou au contraire, ils ont le sentiment que c'est un grand machin, que ça sert à rien, que bon. Pour le moment de la conférence elle-même, elle a été lancée le 9 mai, c'est encore tout récent. Je pense qu'il faut déjà être un petit peu dans le sérail pour savoir qu'elle existe, non? Personnellement, je veux pas trop répondre en leur nom, mais j'ai pas le sentiment. Ce sont pas des échos, en tout cas, qui me sont revenus depuis le 9 mai, depuis qu'elle a été lancée, ou même depuis le 19 avril. Le 19 avril, on en entend parler un peu plus. Je pense que c'est un peu le principe des boules de neige. Hein. C'est quelque chose qui va commencer à un endroit. On va en parler en faisant référence à la conférence, et puis la boule de neige, elle va devenir un petit peu plus grosse. Et puis, si à chaque fois on parle de la conférence, c'est peut-être comme ça. C'est au fil du temps, au fil des mois là que ça va pouvoir peut-être s'inscrire dans ce paysage-là. Mais en tant que tel aujourd'hui, j'ai pas le sentiment du tout que les enseignants soient conscients qu'il y ait que ce débat-là existe réellement. Moi, je n'ai reçu aucune information par le canal, en tout cas, de l'Éducation nationale. Et au passage, la journée de l'Europe, qui avait été annoncée comme étant, en plus cette année, vu que la conférence, a été lancée, le 9 mai, voilà, il avait été lancé l'idée par les instances gouvernementales que le 10 mai, il y aurait au moins une heure, il y aurait au moins une séance d'Europe dans les établissements. Moi, j'ai pas vu du tout l'information. Moi, ne m'est pas parvenue, et je mets pas du tout la responsabilité sur ma directrice. Je crois que bien au contraire, non, elle ne l'a pas reçue, elle n'a pas pu la transmettre. J'ai pas du tout le sentiment que ça a été fait. J'ai même la certitude que ça n'a pas été suivi. C'est pas non plus juste comme ça un petit événement. Enfin, c'est pas juste un clin d'œil une fois qui va suffire. Mais bon, en même temps, si on célèbre pas non plus la journée de l'Europe, c'est un tout, quoi. C'est un ensemble, en fait. Et si on n'est pas à ces rendez-vous-là, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage qu'on manque notre fête, quoi. Oui. Oui, et puis surtout l'occasion pour en parler à l'école. Marie-Lise Pelletier, par rapport à ma question sur la conférence,
Je ne saurais me prononcer parce que je ne suis plus dans le cadre professionnel, donc je ne peux pas dire du tout ce qu'il en est. De loin, comme ça, je pense que euh, quand les gens comme ça parlent de l'avenir de l'Europe, ils pensent à toutes les questions économiques, d'agriculture, de frontières, de taxes, de choses comme ça. Quelquefois, ils pensent à des questions plus politiques concernant la manière de régler les problèmes plus politiques sur l'immigration ou sur la laïcité ou sur des choses comme ça. Je pense que l'éducation est absent de l'idée même qu'ils se font de l'Europe. C'est peut-être un peu pessimiste, mais bon, en plus, je ne veux pas surtout noircir le tableau parce que j'ai pas assez d'éléments pour affirmer ça, mais j'ai quand même un peu cette impression que l'Europe de la culture, c'est pas de la culture et de l'éducation, c'est pas ce qui vient en premier dans la tête des gens quand ils parlent d'Europe. Et c'est très regrettable parce que moi, je suis vraiment passionnée par l'idée de l'Institut européen de la civilisation européenne. Je trouve que ça serait génial, cette chose-là, vraiment, de montrer comment tout le monde a coopéré pour arriver à une civilisation qu'on partage quand même. Donc, je trouvais ça formidable. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très, très loin de la préoccupation du citoyen français lambda. Voilà. Je dirais qu'il me semble que le citoyen français lambda, l'Europe, c'est du côté de l'économie, de l'agriculture et des politiques d'immigration, voilà, je pense que c'est plus ça qui vient en premier à la tête. Et je pense que, par exemple, si on parle avec des enseignants sur le fait qu'il pourrait y avoir dans cette conférence des propositions autour de l'éducation, je pense qu'ils trouveraient que c'est une très bonne idée, mais qu'ils n'auraient pas forcément pensé avant. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment des incitateurs et qu'il faudrait qu'il y ait des petites amorces, parce que spontanément, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui vienne de la part d'autres que d'associations qui sont déjà bien, comment dire, au fait de l'Europe et de tout ce qu'on pourrait faire. Mais en tant qu'individu isolé, je pense que l'éducation et la culture, c'est pas les premières choses auxquelles les gens pensent quand ils pensent Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que les enseignants, dans leur globalité, sont anti-européens? Je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire. Je pense que la question du référendum bon, ça a été quelque chose qui a comment dire, fait une coupure, hein, qui a fait une scission entre les enseignants, comme entre l'ensemble de la population. Et depuis ce moment-là, beaucoup de gens marchent un peu sur les œufs sur ces questions-là. Parce que tout le monde a autour de lui des personnes qui ont voté contre au moment du référendum sur de 2004, je crois que c'était, hein, je ne sais plus, je ne me rappelle plus des dates, moi. Et je pense qu'il y a effectivement, il reste quelque chose qui s'est un peu sclérosé sur cet échec, et le fait qu'on ait passé outre d'une autre manière, quoi. C'est quelque chose qui a fait du mal à l'Europe, je pense, cette histoire de référendum en France. Martine, mais moi, pour reprendre ce que dit Marie-Lise, je me souviens, j'avais été chargée par Madame Ignoret, Claudie Ignoret, qui était à l'époque secrétaire aux Affaires européennes. Elle m'avait demandé d'aller faire le tour des académies pour non pas prendre position, surtout, j'avais absolument pas le droit de prendre position, mais pour expliquer ce qui était, ce pourquoi ils allaient voter dans ce traité constitutionnel. Écoutez, moi, je suis ressortie de là complètement exsangue, parce que, alors, il y avait deux attitudes. Il y avait les enseignants qui se disaient, on me demande de voter, je ne suis pas formé et informé suffisamment.
Donc, ils étaient contents de me voir arriver pour expliquer un peu ce qu'il y avait dans ce texte, qui était énorme. Donc, ils étaient très contents. Certains, beaucoup étaient très contents qu'on leur explique parce qu'ils débarquaient complètement, ou presque. Et puis, il y avait toujours une équipe d'ultra opposés, en général, qui faisait partie d'Attaque, et qui était là, dans l'amphithéâtre. Madame Ignoret m'avait dit, surtout, vous ne prenez pas position, vous ne répondez pas de façon trop positive, enfin en montrant sur vos convictions européennes, vous répondez objectivement. Alors, en général, ces gens me citaient prenaient une partie d'articles pour montrer que vraiment, à partir de ce moment-là, les femmes ne pourraient plus avorter, enfin, vous vous souvenez de tout ce qu'ils avaient mis en avant. Et donc, moi, mon travail, c'était uniquement de leur dire, monsieur ou madame, c'était des messieurs, est-ce que vous pouvez lire tout l'article? Parce que moi, j'avais pas le droit de le lire. Donc, à cette époque-là, j'avais bien compris qu'il y avait une grande attente pour l'Europe. Ça, je me souviens aussi d'une conférence que j'avais fait auprès des récents inspecteurs qui étaient très intéressés par tout ce que je pouvais dire sur l'Europe, mais il y avait quelques personnes, en effet, qui étaient là pour agir. Donc, par rapport à cette conférence, pour revenir à mon expérience passée, je crains fort parce qu'il y a eu une expérience il y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, là, s'était donné beaucoup de mal pour savoir ce que les citoyens en attendaient 2018. Voilà. Donc, ce que je crains, c'est qu'il y ait encore une fois les très pro-européens, le mouvement européen, ça y est, nous on est en ordre de bataille, on va monter des choses, bien sûr, on va faire plein de choses. Donc ce petit groupuscule, plus que groupuscule quand même, enfin les fervents d'Europe vont répondre, enfin vont faire des propositions, et puis il y aura les autres là en face qui vont aussi faire leurs propositions. L'inquiétude que j'ai, moi, c'est qu'entre les deux, d'abord, seront-ils au courant, ceux qui sont entre les deux, et iront-ils jusqu'à faire des propositions? Alors, il y en aura certainement, mais il faudrait faire là aujourd'hui toute une information pour expliquer qu'ils ont la parole et qu'il faut qu'ils s'organisent pour dire quelque chose, parce que est-ce que vraiment c'est présent en France? Moi, il y a peu de personnes, moi j'en parle. Peu de personnes me disent, savent qu'ils ont la voix, la parole et qu'ils ont quelque chose à dire. Est-ce que vous avez l'expérience d'avoir rencontré beaucoup de gens qui ne sont pas des pro ou des anti, qui ont décidé de faire quelque chose par rapport à cette initiative? Je n'en suis pas sûre. Voilà. Oui. Alors, n'hésitez pas. Hein, j'ai encore une question de Alix Marchand, mais il peut y avoir d'autres questions des uns et des autres, ou plutôt des unes et des autres, parce que Alix, de la même façon que moi, mais comme on ne voit pas tout le monde, je ne voulais pas faire cette remarque, mais je le lis. Elle dit: nous sommes une écrasante majorité de femmes à ce webinaire. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est parce que dans le titre, il y a le mot éducation, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, je pense que c'est plus ça, parce que on a fait un webinaire il y a 2 jours où il n'y avait pas une écrasante majorité de femmes. Peut-être, mesdames, avez-vous une réponse à Alix Marchand? Pas complètement le sujet, mais c'est pas grave. Non, mais l'éducation, en général, on considère que ça concerne les femmes. C'est elles qui, enfin, dans l'idée d'un certain nombre de personnes, doivent s'occuper de l'éducation des enfants, du retour de l'école, ben oui, bien sûr, on connaît. Oui, mais alors ça voudrait dire que si les femmes sont chargées de l'éducation nationale, c'est vrai que je pense qu'il y a une majorité de femmes en tant qu'enseignants, ce serait elles qui seraient anti-européennes, ou qui n'oseraient pas parler d'Europe, mais ils n'auraient pas le courage de le faire. Mais ils sont pas tellement anti-européens, les enseignants. Ils n'ont pas compris qu'il y avait autre chose que la France. C'est tout. C'est tout. Enfin, quel est votre point de vue, Marie-Laure? Je pense qu'il y a plus une absence de connaissances, une absence de rencontres, une absence d'utilisation. Parce que dès lors qu'on met le pied dedans, je pense que les gens, les collègues, les enseignants qui ont goûté à l'Europe
ben ils ont goûté pour la vie, quoi. C'est vraiment quelque chose qui reste. Mais c'est plus une absence. Et donc, effectivement, tout à l'heure, quand on parlait des formations, si des formations pouvaient se passer avec vraiment le pied dans des situations pour de vrai, quoi, chez nos voisins ou enfin avec cette mobilité dans la tête, hein, aussi, puisque c'est cela aussi que nous évoquions tout à l'heure. Je pense que on aurait tous tout à y gagner. Oui. Alors, il y a ça, puis c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Lise, c'est que Europe égale économie, égale libéralisme. Est-ce qu'on ne paye pas ces années 90 où l'Europe, où les différentes commissions étaient extrêmement tournées sur le libéralisme, la dérégulation, la mondialisation, etc. Marie-Lise? Oui, moi je pense que c'est vraiment lié à l'histoire récente enfin récente et moins récente, sur la manière dont l'Europe s'est construite, dont l'Union européenne s'est construite. Et c'est difficile de rattacher les wagons, éducation, culture, à quelque chose qui au départ était quand même économique. Non, au départ c'était pas économique. L'économie a été un moyen avec la CECA, oui, mais au départ c'est quand même une volonté de paix entre l'Allemagne. Bien sûr, mais ce que je veux dire, ça s'est traduit. Ça s'est traduit. Donc, non, économique. Ce que vous dites justement, c'est ce qui transparaît aujourd'hui partout. Oui. Alors que c'est totalement faux. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui est resté dans la tête des gens, parce que bien sûr, les valeurs elles-mêmes de la création de l'Europe, bien sûr que c'est pas. Je suis d'accord. Enfin, j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit et je retire ce que j'ai dit précédemment, mais ça s'est concrétisé de cette manière-là. Et ce qui finalement transparaît quand les gens pensent à l'Europe, c'est plus ces questions de normes, ces questions de discussions sur l'agriculture, c'est des discussions. Vous voyez, c'est plus ça enfin moi me semble-t-il, hein, et je ne parle que de ce que je connais autour de moi, c'est-à-dire enfin, ça n'est ni statistique ni rien. Hein, ce que c'est une impression, comme vous nous demandiez nos impressions. Moi, c'est l'impression que j'ai, parce qu'effectivement, par exemple, autour de moi, je n'ai pas entendu quelqu'un parler de cette commission sur l'avenir de l'Europe depuis le 9 mai. Mais vous parlez d'économie, mais il pourrait y avoir un peu de mémoire, il pourrait aussi y avoir un peu de projection chez les enseignants, à savoir que comment s'en sortir si on est la France tout seul. Ah oui, non, mais j'adhère absolument. Voilà, oui, mais partant de ce principe-là, il devrait considérer comme aussi évident que d'apprendre aux enfants à faire des additions, des multiplications et à savoir écrire, que de connaître l'environnement dans lequel ils sont en train de vivre. Mais ça serait magnifique, ça. On est tous. C'est un souhait que nous partageons. Sommes très nombreux à partager, mais déjà c'est un souhait, parce que de même que qui sont conscients qu'ils doivent apprendre à faire des opérations ou à écrire, il y en a quand même beaucoup qui savent qu'ils doivent faire ça et qui le font modérément bien. Donc je veux dire, c'est difficile, c'est un ensemble de gens tellement important, l'éducation nationale. Il y a tellement de gens, il y a tellement de courants, tellement de personnes qui ont des points de vue différents. On trouve des choses merveilleuses et on trouve des choses qui le sont nettement moins. Hein. Donc, parler pour l'ensemble des enseignants, ça me paraît être extrêmement difficile. Oui. Il y a un programme quand même, hein. Il y a un socle des connaissances. Oui, et dans le socle, il y a des choses. Hein. Il y a des choses. Enfin bon, on s'aperçoit aussi, et c'était déjà vrai à mon époque, que dans le socle des connaissances, il y a la connaissance des institutions françaises. Et on devrait poser des questions à tous les étudiants tous les élèves qui ont 16-18 ans. Je suis pas sûre qu'ils sachent la différence entre l'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministre, combien de temps dure une présidence de la République. Je suis pas sûre. Hein. Marie-Laure, vous vouliez dire quelque chose ?
veux dire, c'est que si, pour faire aimer l'Europe, il faut aussi que ça passe, il faut l'incarner. Et c'est pas tant par le biais des institutions, à mon sens. Hein, c'est vraiment par des rencontres, par expliquer qui était Robert Schuman, qui était Jean Monnet, par rendre ces pères fondateurs là, en les replaçant dans le contexte de l'époque, en montrant comment, de manière audacieuse, de manière solidaire, ils ont forcé l'histoire à cette réconciliation. Ce sont des valeurs très très importantes et je pense qu'il faut vraiment développer dans l'éducation ces valeurs humanistes et puis rendre l'Europe concrète, quoi, que c'est au-delà des institutions, il y a des personnes, le projet, il se vit comme ça. Et il me revient une anecdote, il y a quelques années, en travaillant sur des plans, alors, je sais plus si c'était au travers du livre de Marie-Lise ou d'un autre, sur les plans et cartes, il y a un enfant qui me dit, oh, madame, là, il y a la rue Robert Schuman. Et ben oui, c'est parce que ça faisait écho, quoi. Alors que bon, ça aurait pu être il y a peut-être l'avenue Général de Gaulle tout à côté, ou voilà. Mais non, mais ça s'incarnait. Et c'est par des choses comme ça, c'est par du vécu. Et là, il y a une conscience avec des petits événements comme ça, peut-être des micro-événements, mais c'est ça, en fait, aussi qui marque. C'est ça qui va donner le goût, qui va rendre cette éducation, très proche de la personne, qui va l'incarner. Et je pense qu'il faut cette dimension-là, il faut la faire vivre, il faut la faire connaître par les personnes. Ça me paraît essentiel. Alors, oui, il faut conclure. Martine, peut-être. Parfaitement d'accord avec Marie-Laure. Ouais. Comment sommes-nous devenus, comment avons-nous aimé l'Europe? En général, le plus fréquemment, quand on demande aux personnes qui sont convaincues d'Europe, elles ont rencontré quelqu'un qui les a passionnées pour l'Europe. Moi, je voudrais que tout enseignant devienne cette personne qui aura donné à ses élèves, à ses étudiants, ce goût pour l'Europe et non pas alors au-delà de l'enseignement, au-delà de l'instruction, il y a quelque chose qui passe de la personne et ça me paraît fondamental pour l'Europe. Il faut trouver qui va faire aimer l'Europe. Et les enseignants, je trouve qu'ils ont un rôle de passeur. Je parle de passeur parce que le passeur, c'est celui qui vit quelque chose et qui est capable d'aider l'autre à passer de l'autre côté. Et la plupart des gens qui sont convaincus d'Europe ont été non pas convaincus par quelqu'un d'autre, mais ont rencontré quelqu'un qui vivait cette dimension européenne. Donc voilà, il faut démultiplier ça. Comment faire? Je pense que justement, moi, tous les enseignants que j'ai rencontrés qui étaient revenus de ces séjours dans un autre pays, toujours, ils étaient devenus européens. Ça veut dire quelque chose. Marie-Lise, peut-être le mot de la fin? Oh, je pense que c'était un très joli mot de la fin, ce que vient de dire Martine Maheu. Mais pardon. Donc oui, je pense que c'est effectivement par cette transmission, par le plaisir d'être européen soi-même, qu'on peut effectivement le transmettre. Hein. Donc il faudrait déjà que nos enseignants soient heureux de l'être. Européen et donc effectivement je pense que la dimension voyage et études travail dans le cadre du travail est une dimension très importante, mais parce que il faut que ce soit aussi par le travail, parce que ça ne suffit pas le voyage, donc il faut que ce soit effectivement dans le cadre du métier que ça se passe, pour que ce soit le plus ancré dans la personne et que finalement après elle respire un air européen. Marie-Laure, peut-être un dernier mot et peut-être une conclusion d'Emmanuel sur les webinaires qui vont suivre. Moi, je dirais qu'il faut oser, il faut donner à voir, faut montrer, parce qu'il y a aussi plein de choses qui se font. Et quelquefois, alors c'est peut-être une caractéristique des Européens, je ne sais pas, d'être assez humble et peut-être à l'image de Robert Schuman, je sais pas du tout, mais en tout cas, de pas oser quelquefois montrer. Et puis penser que ça ne vaut pas le coup. Or, il y a plein de choses qui se font dans les écoles ou même peut-être dans des classes ou ponctuellement. Et tout ça, chaque chose est importante et c'est banal de le dire, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et tout ça, ça permet en tout cas de conscientiser et que nous sommes dans un ensemble
et que nous sommes un des maillons de cette diversité, de ce maillage, de ce tissage. Et je crois qu'il faut occuper le terrain, il faut montrer sans fausse modestie, sans modestie tout court. Merci beaucoup. Emmanuel, peut-être juste un mot des 2 prochains webinaires? Oui, tout à fait. Je voudrais juste dire que on a de la matière ce soir pour travailler cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Mesdames, vous nous en avez dit beaucoup. Alors, je retiendrai 2 ou 3 choses. 1, l'Europe est une affaire politique, c'est vrai. Le choix de la citoyenneté et d'éduquer à la citoyenneté, c'est un choix politique, mais l'Europe elle-même est politique. 2, il y a une dimension anthropologique indéniable dans la construction européenne et il faut dépasser ce côté économique, financier, etc. pour rentrer dans cette sociologie dont parlait Martine Méheux tout à l'heure. Oui, l'auberge espagnole, elle existe. Ça, c'est une sociologie de la construction européenne. Et puis 3, c'est cette idée d'un institut de formation basé sur la sociologie, l'anthropologie. En tant que sociologue moi-même et en tant qu'anthropologue, je ne peux qu'applaudir dès demain. Dès demain et dès aujourd'hui, bien évidemment, aussi. Les prochains webinaires, parce que je terminerai en vous remerciant, mais les prochains webinaires, eh bien écoutez, c'est le 25 mai. Nous aurons un deuxième volet sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et cette fois-ci, nous allons traiter des enjeux de cette conférence, alors que nous étions il y a 2 jours sur les questions fondamentales que posait la conférence elle-même. Et puis le 1er juin, eh bien, ce sera on parlera des relations de voisinage entre l'Union européenne et la Russie, comment construire l'avenir ensemble. Je terminerai en vous remerciant, mesdames, Marie-Lise, Marie-Laure et Martine. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit, c'est très riche, il y a de la matière à travailler, j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Et puis Véronique, je voulais vous remercier tout particulièrement d'avoir animé ces 2 webinaires, vous avez mené ça avec une dextérité que l'on vous connaissait, bien évidemment, mais merci d'avoir accepté cette demande d'une association comme la nôtre. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et merci Emmanuel. à tous les participants. Merci Emmanuel. Merci à tous. Et merci Véronique. Merci.